Salut, alors aujourd'hui du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, du coup je me suis dit autant en faire une. Du coup j'ai fait un sondage sur mon serveur Discord. Alors, ah non mais c'est pas gentil par contre d'avoir fait ça. Euh, ah bon c'est un bug je crois. Et si on va dans les réactions, donc il y a deux personnes qui ont choisi l'emoji microscope et quatre personnes qui ont choisi l'emoji, enfin du coup sans moi, trois personnes qui ont choisi l'emoji hacking. Du coup aujourd'hui on va faire un live hacking, enfin vidéo hacking. La semaine prochaine, je ferai du coup une analyse de logiciel malveillant. Alors, du coup, j'ai pas énormément de temps. Du coup, j'ai choisi de faire une vidéo assez simple et surtout de faire une démonstration de hacking. Pas spécialement moi faire une machine que je ne connais pas parce que il faut savoir que je suis vraiment très lent quand j'essaye de pirater une machine. Du coup là, c'est une machine que j'ai déjà faite, mais bon, c'est une machine que j'ai trouvée relativement intéressante et surtout très simple à comprendre. Donc, on a un fichier readme.md. Je vais ouvrir. Alors, le fichier readme.md, en fait, c'est les questions. On va attendre. En attendant, on va se connecter au VPN. Alors, du coup, parce qu'il y a un VPN pour pouvoir accéder aux machines. On va aller dans le téléchargement. Là, si je fais IPA, maintenant j'ai bien un tunnel qui s'appelle tune0 avec une adresse IP. Donc, on va la noter. Victime IP et my IP. Alors. Donc, l'IP de la victime, c'est celle-là. On va la noter là. Donc, maintenant qu'on a tout ça, ce qu'on va faire, c'est que, alors on nous demande, les questions, c'est récupérer le fichier user.txt et récupérer le fichier root.txt. Donc root, pour faire simple, c'est l'utilisateur ultime. Et du coup, on peut pas y accéder en tant que personne normale. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par faire un scan de tous les ports qui sont ouverts dessus. Donc un port, c'est, pour faire simple, une sorte de tunnel par laquelle on peut communiquer. Par exemple, quand on va sur un site web, le serveur il a le port 80 qui est ouvert. Si vous allez sur site en HTTPS, ce sera le port 443 qui sera ouvert. Si bon, je réfléchis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour ceux qui jouent à Minecraft, quand vous accédez à Minecraft sur le serveur, il y a le port 25565 ouvert. Donc pour faire ça, on va taper nmap. Donc c'est un outil de scan. On va copier l'adresse IP de la victime. Et on va ouvrir l'option "-a" pour pouvoir avoir le plus d'informations. Donc la version et d'autres choses comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information importante? On a écrit que là ici il y a le port SSH qui est ouvert. Et, attends, je sais pas si on va le voir comme, voilà, on va peut-être mieux le voir comme ça. Donc cette partie-là, on s'en fiche. Et là, après, on a les systèmes de colonnes. Donc on a la colonne du port, on a la colonne de son état et du service qui tourne peut-être dessus. Je dis bien peut-être parce que des fois, on peut faire tourner un service sur un autre port et du coup, Nmap n'arrive pas à trouver. Donc on a le port 22 qui est ouvert. Donc il est en état ouvert et il y a probablement un SSH dessus et c'est un SSH 7.2 P2. Donc on retient, j'ai d'ailleurs tout copié, voilà, on va copier, voilà, comme ça, et on va le mettre en bas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Normalement là tout va là, c'est bon.
Donc, on a aussi un port 3000 qui est ouvert. Et sur ce port, il y a écrit TCP Warped. Bon, ok. Ça me que ce soit ça parce que j'ai fait la machine. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va chercher pour voir s'il n'y a pas une faille dans le SSH. SSH, c'est un service qui permet de contrôler à distance un truc. Par exemple, si je fais un SSH de ça, là ici, ça a changé, c'est plus la même ligne. Parce qu'en fait, là maintenant, je suis sur un ordinateur à distance. Et ça sert à rien d'essayer de se connecter à cet ordinateur, il est en local chez moi. Donc, on va utiliser l'outil searchsploit. Et du coup, on va lui donner ce que c'est. Et on a... En fait, ce qu'on cherche, c'est des trucs du style remote command d'exécution, des trucs comme ça. Donc là, on peut voir qu'on peut pas faire grand chose. On peut faire du username enumeration, mais ça, c'est pas intéressant. Et du coup, ce qui nous intéresse, c'est le deuxième. Alors, le deuxième port, donc c'était le port 3000. Pour pouvoir y accéder, on va utiliser, pas une marque, on va utiliser Netcat. Netcat, alors je sais pas comment l'écrire, c'est un outil. C'est quoi, je vais vous afficher l'aide. Voilà, c'est un outil qui permet de se connecter, enfin d'établir des connexions et d'écouter sur un port en particulier. Par exemple, quand on va sur un site web, comme je vous ai dit, c'est le port 80. Là, on va envoyer avec NC une requête sur un autre port. Donc, le port de notre victime, enfin l'IP de notre victime, c'est celle-là. Et voilà. Et du coup, le port, on a dit que c'était le port 3000. Puisque du coup, sur le port 3000, on aimerait bien savoir ce qu'il y a dessus. Ici, je fais entrer. Bienvenue sur JPChat. Le code source de ce service se trouve sur la page admin de mon GitHub. Utilisation de la commande message. Vous utilisez message pour envoyer un message dans le channel actuel. Et sinon, on peut faire report pour report quelqu'un aux admins. Avec des preuves. Bon. Ok, alors comme ils nous ont dit... Non, juste, il répond bien après. J'avais oublié ça. Alors vous savez quoi, donc en fait elle est buggée et une fois qu'on l'a connectée une fois, elle ne se relance plus. Donc on va essayer de garder la connexion. Bon, il nous a dit du coup qu'on pouvait le trouver sur sa page GitHub. Donc mort, est-ce que je peux voir voilà, Mozi 1. Est-ce qu'on a des informations? Non, on a que son Twitter. Donc on va chercher sur GitHub, github.com Mozi 1. Oh non, par pitié, ne me dis pas que j'ai été rate limit par GitHub. Bon, je vais le faire sur mon téléphone. La recherche, désolé, vous verrez pas mes recherches, mais bon. Mozi-jpg. Voilà. Donc, on a la write-up. Alors, on va pas aller voir la write-up parce qu'en fait, c'est la réponse. Donc voilà. Mais en tout cas, là, on peut voir qu'on a JPChat ici. Service créé pour la salle JPG Chat de Triacme. C'est exactement ce qu'on veut, nous. Je vais juste retourner sur la page de JPG Chat et récupérer sa nouvelle adresse IP. Donc, sa nouvelle adresse IP, c'est celle-là. Là. Donc, on a ça. Donc, je vais juste copier le code, en fait. Non. Donc, j'y suis. Oh. Voilà ici. Donc on va faire wget et ce lien là. Voilà. D'ailleurs je vais même faire sublime texte point. Voilà. Voilà. Pour pouvoir le faire un petit peu plus propre. Voilà. Donc on a readme.md, bon ça c'est bon. Et on a jpgchat.py.
Donc on va essayer de faire un petit peu de Python. Donc au début, première ligne, ça nous spécifie qu'on utilise l'environnement Python 3. Donc ça c'est spécial pour Linux, dans certains cas, bon voilà. On importe la librairie OS, donc OS on verra plus tard. Et on écrit bienvenue sur JPChat. Donc si on compare en fait avec le... Oh, j'écris, bon c'est pas grave. Donc bienvenue sur JPChat, le code source se trouve là. Et du coup là, on a des définitions de fonctions qu'on verra plus tard. Et tout en bas, on voit qu'il exécute. Je vais vous grossir un petit peu peut-être, si vous voulez, voilà. Donc, on voit qu'il exécute la fonction chatting service. Donc sur chatting service, on a écrit message usage. Donc, bon, ça c'est le message qu'on a vu tout à l'heure. Et ici, on voit qu'il attend une réponse, donc input. Si le message commence par message, il y a actuellement 0, ah ok. Donc il y a actuellement 0 personnes connectées. Donc, quel que soit le nombre de personnes connectées, il y aura toujours écrit 0 apparemment. C'est bon à savoir, bon. Et donc il y a personne d'autre qui est connecté, et tant que c'est vrai, on nous demande le truc. Ok, bon. Et si on envoie report, ça déclenche report form. Donc apparemment la partie principale est dans report form. Donc report form. Ceci est ce report va être lu par MoziJPG. On me demande mon nom, on me demande mon message de report. Et après, voilà, on exécute une commande, donc os.system. Et après, du coup, on va exécuter cette commande-là. Alors, cette commande-là, je vais la copier. Et on peut voir qu'en dessous, c'est quasiment la même commande. Là, on va la coller là, et on va faire view syntaxe bash. Bash, c'est tout en haut bash. Bash, voilà. Donc bash.c, on s'en fiche, voilà. Donc là, il y a écrit %s. Donc %s, ça réfère à ce qu'il y a écrit après. Donc après, c'est %yourname. Donc là, ici, on va avoir mon nom qui va apparaître. Donc par exemple, on va marquer Node.js. Donc la commande qui va exécuter, c'est... Je vais du coup copier la deuxième aussi, voilà. Donc, au moment où on va lui demander de faire un report, il va... Donc là, le texte du report, on va marquer par exemple report. Non, je vais pas l'écrire comme ça, je vais bien garder bash-c. Ça sera plus facile à comprendre pour vous si je l'écris comme ça. Voilà. Et même pour moi, ce sera plus simple. Bash, -c. Voilà. Donc ce qu'il va faire, c'est que il va afficher Node.js et il va du coup prendre le retour de la dernière commande, donc c'est-à-dire Node.js, parce que ça affiche echo. Par exemple, si je marque echo salut, c'est écrit salut. Mais si je prends echo salut, que je le redirige vers l.txt, et que maintenant j'affiche le contenu de l.txt, on voit qu'il écrit salut. Voilà, bon. Donc, il écrit Node.js dans /opt/jpchat/log/report.txt. Ok. Et il écrit report à la suite. Donc, deux trucs, ça veut dire à la suite. Dans le fichier. Dans le même fichier. Alors, à partir de là, c'est assez simple de voir où est le problème. En fait, là, ici, il exécute une commande. Sauf que en bash, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle des caractères d'échappement. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai envie d'afficher le contenu, donc en faisant ls, ça va afficher le contenu. Mais si j'ai envie d'afficher le contenu et de faire autre chose derrière, par exemple, après j'aimerais afficher le contenu de jpchat.py. Si je fais ça, il va juste y avoir un problème. Mais par contre, du coup, ce que je peux faire, c'est que je peux marquer et si je fais ça, ça va d'abord me lister normalement le contenu, voilà, et après ça va m'afficher cat.py. jpchat.py. Et du coup, on va jouer sur les caractères d'échappement pour pouvoir, en fait, dans cette ligne-là, ici, mettre une autre commande. Donc on peut afficher le texte qu'on veut. Et là, ici, exécuter une commande. Et reafficher le texte qu'on veut et continuer.
Je sais pas si c'est clair. En fait, par exemple, là ici, on pourrait par exemple faire cat salut.txt et bash -c. Bon voilà, vous avez compris quoi, tu vois. Vous voyez, là ici on peut ajouter une commande. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc pour ça il existe un magnifique site qui est Pentest Monkey, qui reverse shell. On va faire ce qu'on appelle un reverse shell, donc je vais zoomer, voilà. Reverse shell cheat sheet, voilà. Donc on sait qu'on a Python installé. Donc si on a Python installé, autant utiliser directement Python, j'ai envie de dire. Ah attendez. Faire peut-être autre chose. Oui, on va utiliser Netcat directement. On sait jamais. Enfin, on sait jamais. On sait qu'il y a Netcat puisque du coup on peut communiquer avec. Il faut savoir que Python ne peut pas normalement communiquer avec un code aussi simple vers l'extérieur. Donc on va utiliser Ncat. Donc Ncat il exécute toute une ligne. Alors ça c'est bon. Voilà. Faut pas la connaître spécialement parce que c'est une ligne universelle, on va dire. Enfin universelle. Oui. Donc, du coup ce qu'on va lui dire c'est qu'on va lui dire de se connecter à mon adresse IP là sur un port. Donc on va choisir par exemple le port 6969. Voilà. Donc on va avoir besoin d'ajouter cette commande là. Donc pour ajouter cette commande là, on va du coup mettre des caractères d'échappement de chaque côté. Et du coup on va reprendre la suite. Donc echo par exemple echo salut. Donc en fait si on copie cette ligne là ici, CTRL C, et qu'on la met à la place du coup de Node.js, puisque du coup ça sera notre nom, on peut voir que la ligne ça va, ah oui, on va peut-être mettre un truc avant. Donc par exemple on va mettre salut et donc salut. Donc il va afficher salut, echo salut, puis il va exécuter tout ça, et une fois qu'il arrivera à la fin de ça, il écrira salut dans le fichier report.txt. Donc maintenant, donc on va prendre cette commande là aussi et on va la mettre, on sait jamais, hein, si elle a besoin d'être exécutée 2 fois, on va la mettre aussi ici. Donc on va pour ça du coup devoir nous écouter sur le port 6969. Donc pareil, on va utiliser Netcat pour pouvoir écouter. Donc écouter c'est moins L pour moins listen, V c'est pour verbose et tout ça, bon voilà. Et du coup on a dit 6969. Donc à partir de maintenant, il attend de recevoir des requêtes sur le port 6969. Donc on va ouvrir un deuxième truc, on va se connecter à l'IP de notre victime, qui est celle-là. Sur le port 3000. Voilà. Je vais vous grossir la fenêtre. Et du coup, il faut qu'on fasse un report. Donc pour faire un report, on marque report. Donc ce report va être lu par MoziJPG. Donc en tant que nom, quel nom on va pouvoir mettre? Donc on a dit qu'on allait mettre ce nom-là. Il s'agit de ce nom-là. Puisque du coup, en fait, ce qu'il va faire, c'est que il va, si on retourne sur le fichier, il va afficher echo, puis ce texte-là, et tout ça, et bon, voilà, etc. Et du coup, si on fait entrer, et qu'on me demande le message de report et que je fais entrer, donc là, si je vais appuyer sur entrée, comme nous réfère le code, il va exécuter les deux commandes. Et normalement, si j'ai pas fait n'importe quoi et que j'appuie sur entrée, voilà. Donc là, on peut voir qu'il m'a bien affiché salut, et il a exécuté cette ligne-là. Donc là, maintenant, il est en attente. Et comme on peut voir de ce côté-là, alors, s'il te plaît, la barre des tâches, tu peux, merci. On peut voir là maintenant, on a un accès vers quelque chose. Donc si on fait par exemple
wami. Donc wami, c'est pour savoir quel utilisateur on est. On voit qu'on est l'utilisateur Wes. Et si on fait ID, on fait partie du groupe. Enfin voilà, bon, on est Wes pour tout. Donc là, maintenant qu'on a un accès sur la machine, donc là on a accès à la machine, hein, on va essayer de voir si on peut pas passer route. Donc déjà, vous savez quoi, on est OS. On va afficher donc le répertoire courant, donc on est en slash. Donc on va aller dans home. On va aller dans OS. Et là on peut voir qu'il est affiché user.txt. User.txt. Et du coup on a notre premier notre première réponse qui est ici. Voilà. Deuxièmement, on a besoin maintenant de faire ce qu'on appelle une escalade de privilèges. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on puisse avoir plus de droits que les droits qu'on a maintenant. Alors ça paraît vachement impossible, mais si c'est mal paramétré, si l'ordinateur est mal paramétré, on peut le faire. Donc avant de faire ça, là on a quelque chose qui est pas intéressant, on a juste $. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire spawn un tty. Donc Python spawn pty. Est-ce que voilà. Oui, j'ai un peu la flemme de tout faire. De tout écrire. Et du coup, si je rentre cette commande là, pourquoi ça a pas marché? Ah si, c'est bon. Bon, je crois qu'on a un petit peu plus de droits, mais je suis pas sûr. Bon, donc il y a 3 moyens d'escalader des privilèges de manière simple. C'est premièrement voir si on n'a pas juste le droit directement d'escalader nos privilèges. Donc pour faire ça, on va juste tester d'exécuter la commande sh en tant que sudo. Alors sudo ça veut dire root en fait. Enfin, c'est bon. Non, ça veut pas dire root, mais ça veut dire avec plus de droits. Et si on fait ça, il me demande le mot de passe de OS et du coup je le connais pas. Bon, je le connais pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si il n'y a pas des applications. Donc on va aller à la racine. On va voir s'il n'y a pas des applications qui, elles, peuvent avoir plus de droits quand elles sont exécutées. Donc pour faire ça, on va faire find slash. Donc ça va nous lister tout ce qu'il y a dans le site, enfin tout ce qu'il y a sur l'ordinateur. Et on va chercher la permission slash 4000. Et on va rediriger toutes les erreurs vers slash dev slash nul. Parce que du coup, il va forcément y avoir des erreurs parce qu'on n'a pas le droit de lire certains fichiers. Et si on fait entrer, du coup, on va le laisser tourner. Donc là, on a la liste de tous les fichiers qui sont exécutés avec plus de droits quand ils sont lancés. Donc on a la commande ping, 6 pour, je pense, IPv6. On a umount, mount, ping, su, passwd. Tout ça, c'est des fichiers qui sont normaux. C'est normal qu'on ait le droit de l'exécuter avec plus de droits. Donc ça veut dire qu'on va pas pouvoir exploiter ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en slash etc. Et en fait, en slash etc, il y a ce qu'on appelle les crons. Donc les crons, c'est des tâches qui s'exécutent régulièrement. Et voir s'il n'y a pas une tâche qui s'exécute régulièrement et qui a plus de droits. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est que on va faire ls cron.étoile. Donc c'est-à-dire cron. Donc ça va être des dossiers. Point et du coup point d pour daily, point w pour toutes les semaines, etc. Là si on fait cron.étoile, ça nous liste tout. Donc on peut voir que tous les jours on a ces deux commandes qui sont exécutées. Tous les jours on a aussi toutes ces commandes qui sont exécutées. Toutes les heures on n'a aucune commande, tous les mois on n'a aucune commande et toutes les semaines on a ces deux commandes. On a ces 3 commandes là. Donc ça c'est des commandes qui ne sont pas étranges. Mais il reste un dernier cron qui s'appelle le cron tab. Du coup on va faire -l pour lister les tâches cron. Et on n'a aucune tâche. Du coup, troisième possibilité, c'est de voir si nous, comme au début, on n'a pas le droit d'exécuter certaines commandes sans avoir besoin du mot de passe. Donc pour faire ça, on va exécuter sudo -l pour lister tous nos droits en sudo.
Et du coup, comme nous l'affiche la dernière ligne, on a le droit, sans mot de passe, alors je gère assez mal tout ce qui est sudo -l tout ça, mais on a le droit, sans mot de passe, d'exécuter cette commande précise là. Dans l'environnement root, et dans certains cas, bon, voilà. Donc cette commande là précise, donc on va pouvoir aller voir ici ce qu'il y a. Parce que du coup ce fichier là, si on a le droit de l'exécuter avec plus de droits, on peut peut-être dans ce fichier là mettre un nouveau contrôle à distance. Du coup ce contrôle à distance sera exécuté en tant que root et du coup on aura tout le droit sur la machine. Donc on va aller à cet endroit là et on va afficher nos droits. Et du coup le fichier test module.py, il appartient à root et il appartient au groupe root. Et root a le droit de le lire et de l'écrire. Son groupe a le droit juste de le lire et nous on a juste le droit de le lire. Donc on ne peut pas le modifier. Un peu dommage. Mais on va quand même du coup pouvoir afficher, je pense, le contenu de test module.py. Donc je vais copier ça. On va ouvrir. Voilà, on va le copier et on va. Il me m'a déjà mis un Python, parfait. Donc cette commande, donc ce programme là, qu'est-ce qu'il fait? Pareil, Python 3, donc ça on s'en fiche. Il importe le module compare. Enfin dans compare, il importe toutes les fonctions. Et après il affiche du coup compare.str. Je ne sais pas ce que c'est, hein, compare.str. Et du coup ça nous donne 3 résultats. Enfin 3 paramètres. Pardon. Et du coup ces 3 paramètres, ça nous retourne true. Donc ça a l'air en fait de comparer, comme nous l'indique compare, ça compare 3 chaînes de caractères et si elles sont égales, ça retourne vrai et sinon ça retourne faux. Donc le seul point d'accès, ça serait compare. Du coup, il faut qu'on puisse pouvoir accéder à compare. Il faut savoir que du coup, les librairies Python, on ne peut pas y accéder en tant qu'utilisateur normal. On ne peut pas les modifier. Par contre, il y a un détail que on fait pas souvent attention mais qui est important, c'est les matching default entries. On peut voir que là ici, il ajoute à env keep, donc env keep, je sais pas à quoi ça correspond, on va le faire tout de suite. Non, c'est echo $env keep. Voilà, pardon. Il est vide actuellement. Bon, en fait, env keep, ça doit être une variable qui est utilisée par env. Et comme on peut voir au tout début de la ligne, c'est exécuté avec env, et pas exécuté avec Python 3. Sinon, en fait, là ici, il y aurait écrit Python 3. Et là, il écrit env. Donc ça veut dire que du coup, on a le droit de modifier env keep. Enfin, pardon. Quand on exécute, attendez, juste 2 secondes, je réfléchis. Oui, voilà. On a le droit. Mince. Au moment où on exécute env, là ici, ça ajoute à la variable env keep la variable pythonpath. Donc la variable pythonpath, elle contient probablement, en fait, l'endroit où se trouvent les librairies. Ah, il est vide, bon. Bon, alors je sais pas. Mais du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir modifier la variable pythonpath. Pour pouvoir mettre notre propre variable. Pour pouvoir mettre notre propre librairie. Donc pour ça, on va pas enregistrer ça, voilà, bon. On va l'effacer. On va créer un nouveau dossier. On va appeler, non, pas nouveau fichier, nouveau dossier, s'il vous plaît. Nouveau dossier qu'on va appeler exploit. Voilà. Et du coup, dans le dossier exploit, on va faire un nouveau fichier qu'on va enregistrer sous le nom de compare.py. Donc, qu'est-ce que fait, on a dit, le programme. Le programme, je sais pas si j'ai toujours, non, je l'ai plus.
Donc le programme, il charge, là, ici. Donc le programme, il charge toutes les fonctions qu'il y a dans compare, et après il exécute compare.str. Alors petit détail, c'est que quand on fait compare import étoile, normalement on n'a pas besoin de spécifier compare. Ça veut dire qu'en fait, dans compare, il y a une classe compare. Donc dans cette classe compare, par contre, du coup, il y a str. Donc ça, c'est parfait. Ça veut dire que du coup, on va pouvoir... Donc on va importer os. Là. Et du coup, on va créer une classe qu'on va appeler... Oh, non, je veux juste faire une classe normale. Voilà, on va appeler compare. Compare, voilà, comme ça. Et qui du coup à l'intérieur a une fonction qui s'appelle str, qui prend 3 paramètres, donc A, B et C, on va dire par exemple. Et du coup cette fonction, là on va pouvoir lui faire exécuter ce qu'on veut. Donc on va faire .setUID 0 os, alors en fait au 0, donc je vais essayer de vous le montrer, /etc /passwd 4 /etc /passwd. Donc en fait id c'est l'information qui est écrite là. Donc là il y a écrit que nous on est 1001, et si on remonte tout en haut, on peut voir que root il est 0. Donc en fait si on fait setUID 0, ça veut dire que on change notre utilisateur à 0. Donc c'est-à-dire l'utilisateur root. Alors normalement c'est pas obligatoire, mais je préfère le faire. Set JD, je crois que c'est la commande. Là, et on va faire os.system /bin/bash, j'ai envie de dire. Donc bin bash c'est le programme qu'on utilise pour pouvoir rentrer des commandes. Donc on va ouvrir le dossier, voilà, et on va faire python 3 -m http.server. Voilà. Là maintenant il y a un serveur qui est accessible depuis l'extérieur et qui contient compare.py. Donc maintenant on va aller ici et on va aller dans un dossier dans lequel on a le droit d'écrire. Alors soit notre répertoire courant, donc c'est-à-dire /home/os, soit en /dev/shm. En fait le /dev/shm c'est un endroit où on peut faire quasiment tout. Donc on va télécharger tout simplement. On va tout simplement télécharger du coup notre fichier malveillant. Donc mon IP c'est celle-là. 2.8000 et ça s'appelle compare.py le fichier. Voilà. Donc maintenant si on fait 4 compare.py, on peut voir qu'on a bien notre magnifique programme à l'intérieur. Donc maintenant, comme nous l'a dit sudo-l, on va modifier python-paf. Du coup, pour pouvoir modifier python-paf, on va marquer python-paf égale /dev/shm. Voilà. Donc là, normalement, si je fais echo python paf, normalement, voilà, il y a /dev/shm. Et du coup, on va maintenant pouvoir exécuter cette commande là. Donc, pour faire simple, du coup, on exécute juste le script, sauf que comme maintenant il va aller chercher notre librairie au lieu de sa librairie à lui, normalement, si je me suis pas trompé dans le code, on est censé du coup avoir les droits totaux sur la machine. Merci. Je crois que je me suis trompé. Export python-paf. Python-paf égale /dev/shm. Maintenant si je réexécute la commande peut-être. Oui, je galère avec tout qui exporte. Voilà. Ah, option not permis. Bon, en tout cas, ça a bien exécuté notre code.
Par contre, il écrit opération non autorisée parce qu'en fait, on a oublié de l'exécuter en tant que sudo. C'est le but, en fait, c'est de l'exécuter en tant que sudo. Et du coup, là, si je rentre cette commande-là, comme on peut le voir là, on est root. Si je fais ID, on est root de la machine. Et du coup, maintenant, on peut aller en /root. Donc, c'est le répertoire courant de root. Et si on affiche le contenu, on voit qu'il y a root.txt, root.txt. Et du coup, on a cette ligne-là copiée. Readme, voilà, ici. Et voilà. Donc, on peut trouver du travail. Bon, là, ici, c'est bien. Et donc, 31 minutes et quelques. Donc, on va dire 30 minutes. Donc, on l'a fait en 30 minutes. Je trouve que c'est pas mal. Bon, en vrai, on peut le faire beaucoup plus rapidement. C'est juste ce que j'ai expliqué. Donc, je vais juste arrêter la machine. Et voilà. Donc, c'était une petite démonstration. Donc, voilà, je viens d'arrêter la machine. Du coup, elle a quitté. Mais c'était une petite démonstration de comment... Enfin... Comment dire ? C'était une petite démonstration d'une machine assez facile à hacker. Donc comme vous pouvez voir, on peut, à partir de pas grand chose, prendre le contrôle d'un ordi. Après, il faut bien évidemment qu'il y ait des failles tout le long. Il faut savoir que ce genre de failles qu'on a vu là, il y en a très peu. Et normalement, un ordinateur bien configuré n'a pas de failles. Donc il y a peu de chances que par cette manière-là, quelqu'un se fasse pirater ou quelque chose comme ça. Surtout que vos ports ne sont pas exposés vers l'extérieur. Sauf cas contraire. Mais du coup, voilà. Donc la prochaine fois, je pense que je ferai une machine un petit peu plus longue et surtout peut-être une machine que j'ai pas encore fait. Ça serait intéressant à faire. Et du coup, et aussi une machine plus classique parce que ça c'est une machine, j'en ai fait qu'une seule comme ça. Il faut faire du Python et tout ça. Habituellement, c'est plus au niveau du site web qu'il y a une faille. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, du coup, à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines. C'était Nodaras. Au revoir.